Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 3. Noah Disputandum est consacré aujourd'hui à la thématique de la retraite. Comment vit-on cette période de la vie aujourd'hui? Comment l'envisage-t-on? Comment aussi fait-on face au vieillissement? Toute une série de questions que nous allons aborder avec nos 5 invités aujourd'hui. Sur ce plateau, Claudie Boby, vous êtes retraitée, élue au conseil d'administration de l'association Accord pour une retraite dynamique à Poitiers. Bonjour madame. Bonjour. Daniel Rapoport, en face de vous, vous êtes psychosociologue à Paris, auteur du livre à paraître en avril prochain, L'aventure au coin de la ride, c'est aux éditions Arès. Arnaud François, à vos côtés, vous êtes professeur de philosophie à l'université de Poitiers. Bonjour à vous. En face, Nicolas Roumagne, vous êtes directeur de l'entreprise solidaire Ressentez-vous, à Poitiers également. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en face, Samuel Moreau, vous êtes responsable de l'université Interage à l'université de Poitiers. Donc, bonjour à tous les 5. Bonjour. Alors tout d'abord, je me tourne vers vous, Claudie Boby. Vous êtes donc à la retraite depuis maintenant 15 ans, si je ne me trompe pas. 14 ans. 14 ans, d'accord, à un an près, on est juste. Oui. Vous teniez donc une concession automobile avec votre mari à Poitiers. Une agence. Hein. Une agence? Oui, c'est d'accord. une agence. Vous vous souvenez de ce que vous êtes dit le jour où c'est arrivé la retraite, où vous avez pris votre retraite? Je me suis dit, je ne vais pas rester inactive comme ça chez moi, à rien faire. Il faut absolument que je retrouve des contacts. J'avais beaucoup de contacts avec mes clients. Donc, je ne pouvais pas rester inactive, rester chez moi à faire du tricot, à regarder la télé. C'est pas que j'aime pas, mais non, il fallait absolument que je rencontre des gens et que je puisse échanger, avoir un dynamisme dans ma vie. Hein, voilà. Donc, ça s'est fait tout de suite de vous dire qu'il fallait se tourner vers une structure associative, par exemple? Non, pas tout de suite, parce que tout de suite, mon mari a arrêté 1 an avant moi, donc moi j'ai continué de travailler pendant 1 an. Mais quand j'ai arrêté, malheureusement j'ai arrêté en 2006 et début 2007, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. Donc vous avez commencé par vous soigner? Voilà, j'ai fait jusqu'en fin 2008, j'étais soignée. Et à la suite de ça, on avait reçu un courrier de notre caisse de retraite qui nous proposait de faire des ateliers de bien vieillir sur 8 semaines. Donc, on s'est inscrit, on a été pris. Donc, toutes les semaines, on avait un atelier. Ça allait de comment vivre sa retraite, bien sûr, comment faire au départ. Après, comment s'alimenter, comment aménager sa maison, comment éviter les chutes. Enfin, et après, rentrer dans les associations. Et le dernier atelier que l'on a fait, les associations sont venues se présenter. Et là, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic et Accord nous a présenté ce qu'ils faisaient, toute la diversité de leur activité. Donc, mon mari voulait reprendre des cours d'informatique, donc on a démarré par ça. Et puis, depuis 2010, on est à l'association Accord et on s'y plaît énormément. Et aujourd'hui, vous faites quoi à Accord? Accord, je fais partie du conseil d'administration, du comité exécutif et on fait partie de la section théâtre. Voilà, on fait donc, du théâtre de l'informatique, depuis 7 ans. Du théâtre, qu'est-ce que propose votre association? De l'informatique, du théâtre, des ateliers de brain gym, des ateliers de réflexologie plantaire, des ateliers, des conférences, des sorties patrimoine en partenariat avec l'UIA. On fait pas mal de sorties aussi, découvertes d'entreprises, des trucs comme ça. On va aller voir on va faire une taille de rosier le 3 mars. Là, on va aller à la roseraie. On fait un cours de taille de donc roseraie. Des choses très, très variées. C'est très varié, voilà. Très varié. Et les gens qui viennent chez nous aiment beaucoup parce que c'est très varié. Alors ça, c'est la vie associative. Voilà. Mais vous, au quotidien, vos journées, vous les occupez à quoi? Ah ben moi, je m'occupe à faire mon ménage, je m'occupe de mes petits-enfants qui sont grands maintenant, mais je m'en suis beaucoup occupée. Je m'occupe de mon jardin avec mon époux, j'aime bien. On a une maison après au bord de la mer, donc on y va toutes les 5 semaines. Et puis, je répète mon théâtre 1h30 par jour. Et puis voilà, et puis après j'écoute des informations, je fais pas mal de choses. Hein. Alors aujourd'hui, cette vie que vous avez à la retraite, comment est-ce que vous la qualifieriez, vous? Moi je la qualifie d'une retraite où je vois pas le temps passer. Voilà. Pour moi, c'est très actif. Une vie heureuse? Ah oui, je suis heureuse, moi, très heureuse. On a fait des voyages beaucoup, pas mal de choses, et voilà. Vous imaginiez ça, au moment où vous preniez votre retraite? Un peu, oui. Dans ma tête, c'était déjà... Il fallait que ce soit comme ça. Voilà. Et mon époux, c'était la même... On avait les mêmes... On a les mêmes idées tous les deux. Là-dessus, on s'entend très bien. Très bien. Alors, je me tourne vers Madame Rapoport, Daniel Rapoport. Bon, vous, dans votre livre, L'aventure au coin de la ride, vous vous intéressez à la question du vieillissement, au-delà de la question simple de la retraite. On vient d'entendre Madame Boby qui parle du moment où elle est devenue retraitée, de ce que sa vie est aujourd'hui, de votre analyse, quel regard est-ce que vous portez sur ce qu'elle vient de nous dire? Qu'est-ce que ça nous dit? Oui, c'est vraiment très très intéressant, symptomatique un peu.
des retraités qui n'ont pas envie de cette rupture, en fait, parce que la retraite, c'est un événement de rupture. C'est-à-dire que l'on quitte une structure et on arrive dans un no man's land ou une espèce de comment dire, perte de repère de son espace ou de son temps. Donc, on est entre guillemets, et dans cette tête, on est obligé de refaire quelque chose qui a du sens ou qui nous intéresse. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, et je suis désolée de revenir sur le fait que vous ayez une maladie, c'est que quand on interroge des gens après un an globalement de mise à la retraite ou en retraite, je ne sais pas, on peut dire les deux, ils développent quelquefois des maladies, des dépressions ou des cancers. Donc, c'est quand même quelque chose qui touche et au corps, et à l'esprit, au psychisme, etc. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a le sentiment de perdre quelque chose. Perte financière, perte de repères, comme je l'ai dit. Il y a un sentiment aussi de devoir, si on n'a pas préparé avant, là, on tombe vraiment dans quelque chose d'un peu inouï. Mais d'un autre côté, comme je le dis dans le titre de mon livre, c'est une aventure quelque part. C'est une aventure parce que c'est une deuxième vie. C'est un peu une autre expérience. C'est-à-dire qu'on a l'expérience d'avant et on va ouvrir un nouveau chemin, un chemin pour après. Et pour après, c'est beaucoup. C'est 10 ans, c'est 15 ans, c'est 20 ans. Alors, à ce moment-là, dans ce que je vois et que j'analyse, il y a à la fois du bon et du moins bon. Et tout dépend aussi du niveau socio-culturel de la personne et financier. Parce que c'est vrai que les gens qui n'ont ni les ressources intellectuelles et culturelles, ni toute une structure possible et toute une préparation ou une prévention, ne peuvent pas faire tout ce que vous faites. Par contre, les gens, donc l'inverse étant vrai, mais ce que je remarque aussi, c'est un rapport à la temporalité qui est différent. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de gens, dans leur vieillissement, qui se posent la question du ralentissement, de la lenteur, alors que les mutations du monde montrent qu'on est complètement alors que Madame, elle nous parle de dynamisme. Et de remplissement, de remplissage, ou de remplissement d'un agenda qui est un agenda, entre guillemets, de ministre, dans le sens où elle a beaucoup de choses, elle a beaucoup d'activités. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'elle a beaucoup de réseaux. Parce que dans la configuration de la perte, quand on est dans cette rupture, c'est qu'on perd du réseau. Et ça, c'est essentiel de retrouver de la relation, de la communication, que ça soit si vous êtes grand-mère ou... mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non. Alors, tout à l'heure, vous avez abordé la question de la maladie qui vous a touché au départ à la retraite. Monsieur Roumagne, dans votre structure, est-ce que... Alors, vous vous intéressez aux questions de soins, mais peut-être plus tard dans l'âge de la retraite. Est-ce que ça vous surprend d'entendre ce que Madame a décrit ? Alors, pas du tout. Effectivement, nous, on accompagne... Alors, c'est du soin, mais c'est pas forcément le très grand âge. On accompagne des structures comme des EHPAD, mais on a aussi des collectivités, donc des personnes beaucoup plus jeunes. Non, on observe souvent ça. Et d'ailleurs, on observe rarement des personnes qui veulent ne rien faire, veulent être lents. En fait, on est dans une société où on veut tout remplir, veut aller vite. Et je pense que c'est important aussi de dire à la société qu'on a plein de choses à faire. Il y a peu de retraités qu'on rencontre, même sur des programmes de prévention santé, où ils nous disent « Moi, mes journées, je les passe à être tranquille, à regarder les oiseaux et à écouter la nature. » Donc il y a ce besoin de vouloir remplir ce que dit aussi Madame Rapoport, et on le voit chez à peu près tout le monde. Alors nous, on voit des personnes plutôt qui sortent de chez elles aussi, puisque quand on intègre un programme de prévention santé, on est en possibilité de sortir de chez soi. Il y a d'autres personnes qui sont peut-être chez soi et qui sont peut-être un peu plus dépendantes, ou en tout cas un peu moins autonomes, qui ont peut-être pas ce même rapport. Alors justement, dans le public que vous côtoyez dans votre structure, c'est plutôt... vous arrivez à... Est-ce que vous croisez des gens, dès le départ à la retraite, qui vous disent voilà, nous, on a besoin d'un accompagnement médical tout de suite. Est-ce que vous croisez des gens qui sont peut-être cassés par leur carrière professionnelle ? Non. En fait, sur la retraite, ce qu'on perçoit, c'est qu'on a des gens qui, arrivés à la retraite, en fait, c'est un peu le bol d'air. C'est ça y est... Et en fait, cette cassure dont vous parlez arrive un petit peu plus tard.
Et la dimension de la prévention de la santé, c'est loin de ces personnes-là. Ils en ont pas envie. D'ailleurs, quand on parle de programme de prévention santé, c'est pas très attractif. On veut aller potentiellement passer un bon moment, etc. Mais la santé, c'est un petit peu loin, et donc du coup, on touche pas trop ces personnes-là. Et ils arrivent un peu plus tard, quand ils sont installés à la retraite. Et là, ils commencent à se poser des questions sur leur vie, sur leur réseau, sur leur vieillissement cognitif, leur autonomie fonctionnelle, de l'arthrose quand ils se lèvent le matin. Et là, ils commencent à se poser des questions sur la santé. Et à ce moment-là, on commence à les raccrocher sur des programmes. C'est quand on sent les premières douleurs qu'on vient vous trouver finalement. Peut-être. Je vais me tourner vers vous, Arnaud François, donc professeur de philosophie à l'Université de Poitiers. La retraite, le vieillissement de la population, est-ce que ce sont des sujets qui aujourd'hui intéressent la philosophie ? Il est très curieux de voir qu'un sujet aussi brûlant, et puis politiquement aussi brûlant au moment même où l'on parle, intéresse peu les philosophes et a peu intéressé les philosophes. Bon, après tout, c'est à nous, philosophes, aujourd'hui, d'essayer de porter un petit peu ce sujet-là, mais jusqu'à présent, ça a été assez ignoré. Évidemment, il y a quelques traités dans l'Antiquité qui portent sur la vieillesse, mais la vieillesse, c'est pas nécessairement la même chose que la retraite. Il peut y avoir de jeunes retraités, il peut y avoir des retraités qui sont contraints de travailler beaucoup, sous un statut d'auto-entrepreneur, par exemple, qui est compatible avec la retraite. C'est à la modernité, en réalité, que la retraite commence à devenir un sujet d'interrogation, au moment même où l'individu commence à se définir par le travail. Vous voyez, donc Max Weber, par exemple, a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Et quand on fait un petit peu attention à l'évolution de la terminologie, pendant très longtemps, la retraite, c'est se retirer, le retrait, je me retire des affaires. C'est l'usage qu'on a en français au XIXe siècle. Et puis, c'est d'une façon très administrative. J'ai pu observer dans les années 50-60 qu'on commence à parler de la retraite au sens de la cessation de l'activité salariée accompagnée d'une rémunération en tant que telle. Bon, ça laisse très très peu de fenêtres en réalité pour la philosophie pour s'être saisie de cet objet. Et c'est pourquoi on a peu de... Donc c'est un objet d'étude nouveau finalement. Très nouveau et très intéressant quand on le compare à la question du travail, quand on le compare à la question des âges de la vie. Il y a beaucoup à faire, mais c'est un objet récent. D'accord. Alors on a pas mal parlé de ce moment de rupture dans la vie que peut représenter la retraite. On va regarder un reportage parce qu'il y a une forme de rupture qui laisse de nombreux retraités souvent un peu désemparés. C'est la question de l'informatique. Alors on va s'intéresser à ce qui se passe à Royan. Une association propose des initiations à domicile. L'intervenant lui-même, salarié senior, a créé son propre emploi, vous allez le voir. Reportage de Pascal Foucault et de Marie Justet. Aujourd'hui, André Ruiz se rend chez l'un de ses clients. Nous sommes en pays royannais et ici, comme dans de nombreuses zones rurales en France, l'informatique ne coule pas de source pour tout le monde, notamment pour les seniors, alors que les services de l'État passent tous au numérique. C'est carrément un problème pour certains, parce qu'ils ne savent pas comment y aller. Nombreux sont ceux qui commencent la démarche sur Internet, mais qui sont ensuite perturbés et qui l'abandonnent. Donc j'essaye d'intervenir pour les aider sur ce point-là. Et c'est précisément ce qu'il vient faire chez Christian. Au programme, création d'un espace personnel et gestion des mots de passe. Une délivrance pour ce retraité. J'avais du mal à aller directement sur des sites tels que .gouv pour refaire nos déclarations d'impôts, ainsi que Amélie pour la sécurité sociale et pour remplir des formulaires, par exemple. Cliquez sur le compte avec lequel vous souhaitez vous Et Christian est loin d'être un cas isolé. Selon l'INSEE, 17% des Français ne savent pas utiliser un ordinateur et 33% d'entre eux ne possèdent même pas de boîte mail. De quoi développer une activité. Ça peut aller depuis la machine en elle-même, qui est très lente, qui ne fonctionne pas, qui est infectée de virus. J'ai eu récemment un cas, plus de signal Wi-Fi du tout, donc la personne n'avait plus d'Internet depuis je ne sais combien de semaines. Un service payant rendu possible grâce à l'association Mode Emploi. Association dont le but est de permettre à des demandeurs d'emploi de renouer avec le monde du travail. Nous faisons également des rencontres autour des emplois à domicile chaque année, autour de travaux réglés par le chèque emploi-service universel, le CESU, sur du bricolage, jardinage, entretien de la maison et aide administrative et numérique. Et ça marche.
Aujourd'hui, André Ruiz, notre aidant numérique, a créé son propre emploi. Donc voilà cet exemple à Royan. Je vais me tourner vers vous, Samuel Moreau. Vous représentez l'université Interage à l'université de Poitiers. Est-ce que l'université Interage s'intéresse aussi à ce genre de questions toutes basiques de la maîtrise de l'informatique, par exemple, par nos seniors? Alors effectivement, on s'est posé, nous, la question, on a proposé des ateliers, mais peut-être était-il un peu trop spécialisé. Et en fait, on n'a pas eu suffisamment d'inscrits, mais ce n'est pas non plus le cœur de notre activité. Oui, parce que vous, c'est plutôt des conférences que vous proposez à votre public, c'est ça? Oui, nous, on on a un programme de conférences sur l'année, 160 conférences, 7 fois par semaine, les après-midi du lundi au jeudi. Sur quel sujet, par exemple? Des sujets très variés. On a donc l'histoire qui intéresse beaucoup, mais on n'a pas voulu lui donner une part trop importante. Et donc, on s'intéresse aussi à l'art, à la philosophie, à la géopolitique, à l'actualité. Là, lundi dernier, on a fait un point avec un spécialiste des États-Unis sur la procédure d'impeachment qui vient d'avoir lieu aux États-Unis. Là, on a demain un point d'actualité également sur les féminicides, en lien avec l'espace Mendès France. Et puis, autrement, on a en ce moment même une conférence sur la littérature. On a vraiment des thèmes très, très variés. Qu'est-ce que ça révèle des envies de votre public? Alors, nous, bien, je vois un peu quelques parallèles avec Madame Bobby, puisque on a des gens qui viennent dès la fin de leur retraite, ou même les quelques mois avant, qui se renseignent pour, dès les premiers jours, venir s'inscrire et venir assister aux conférences. On voit que c'est un public curieux. Ils aiment bien s'intéresser à la spécialité qui était la leur, mais ils ont la possibilité en même temps d'élargir les sujets en découvrant des sujets qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Voilà, c'est... Donc un besoin de découverte. Oui, la découverte. Et de peut-être rester connecté à la société. Oui, en même temps, c'est ça. Notre offre permet certains décryptages de la société, de l'évolution expliquée. Et c'est vrai qu'on a la chance à l'université d'avoir des spécialistes dans tous les domaines, puisque l'université de Poitiers est pluridisciplinaire. Donc, on a la possibilité de faire intervenir un spécialiste dans toutes les disciplines quasiment. Alors, Madame Bobby, vous nous avez parlé d'informatique tout à l'heure. Oui. C'était ce qui vous a motivé, vous et votre mari, oui, voilà, au tout départ. Vous avez, alors moi, je suis un peu surpris parce que... J'appliquais un programme quand je travaillais. Bah oui, vous étiez sur l'informatique. Tout à fait. Mais mon mari avait travaillé aussi un peu sur l'informatique, mais lui, bon, pas beaucoup. Moi, j'appliquais le programme du constructeur. Donc, j'avais quand même des lacunes dans certains points que je voulais approfondir. Donc, j'ai recommencé à la base. J'ai fait des cours de débutants. 13 séances. Après, on a fait le perfectionnement. Et après, on a embrayé sur la photo numérique, tout ça. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. Et l'association se déplace dans les communes aussi pour rencontrer des gens qui ne peuvent pas se déplacer sur Poitiers, pour leur faire des cours d'informatique, pour les aider dès le départ. Et là, apprendre des choses nouvelles à cet âge-là, c'était bienvenu? Ah, tout à fait. Et j'avais des personnes avec moi qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Il y avait une dame à côté de moi, 2 dames à côté de moi, qui avaient 87 ans toutes les deux. Et ça se passait très bien. À part la souris, elles étaient très ennuyées avec la souris. Elles ne savaient jamais cliquer comme il fallait. Mais c'est vrai, ça. Alors tout s'apprend, mais je vous en prie, allez-y, Madame Rapoport. C'est vrai que les septuagénaires, voire plus, ont des tablettes, et que ça marche bien, ça. Voilà. Mais d'un autre côté, pour revenir sur l'informatique, c'est un peu symptomatique de cette fracture numérique, quand même, et qui touche les générations, parce que dans le numérique, il y a quand même tout un rapport au temps qui est hyper différent. C'est-à-dire, c'est de l'instantanéité, c'est du rapide, c'est du zapping, etc. Or, toute la culture d'avant, ça n'était pas ça du tout. Alors, on voit cette fracture, cette différence, et c'est entre guillemets jeunes qui voudraient bien aider leurs grands-parents et qui peuvent pas vraiment, etc. Donc, ça, il faut faire attention aussi à cette revendication. Enfin, c'est incroyable, parce que maintenant, il y a dans ces tendances, comme on dit maintenant, il y a une tendance à la flânerie,
à la lenteur, mais de la part de personnes qui travaillent, donc qui sont hyper occupées et qui sont hyper speedy. Alors, c'est bien de ralentir et de prendre son temps et de goûter les petites fleurs et le bois, de faire du silver therapy, etc. Et d'un autre côté, on a les retraités et les vieillissants, ou les seniors, mot que j'aime pas du tout, qui, eux, sont dans une accélération où ils veulent rattraper quelque chose et ne pas se sentir exclus. Parce qu'une des grandes peurs, c'est un chapitre aussi que je traite dans mon livre, un des gros problèmes, c'est la peur de vieillir, la peur d'être exclu. Alors justement, au sujet de l'informatique, vous dites une chose que je trouve assez intéressante, c'est que vous dressez le constat, on laisse les personnes âgées sur le banc du savoir s'en servir. Voilà, c'est ça. Ça, ce constat, vous le dressez de manière générale, à quel moment? C'est pas complètement, c'est pas général, mais c'est une image que les personnes âgées ont d'eux-mêmes aussi, qui est de dire souvent « je n'y arriverai pas Voilà. parce qu'elles sont pas tombées dans le bain et qu'elles ont des comparaisons avec des... Mais même quand les gens travaillent qui ont entre 45 et 50 ans et qui sont un peu déboulonnés par des plus jeunes qui arrivent entre 25 et 30 ans, ils savent que les techniques ne sont plus les mêmes, qu'ils sont un peu dépassés. Donc c'est un peu tout ça. Et le gros problème, et je reviens un tout petit peu à mes peurs, c'est la peur d'être exclu du train en marche. Et le train qui va en marche, on ne sait pas trop où il va, mais il faut trouver soi-même où il va et pour soi-même, parce que sinon personne ne nous le dira. Mais par rapport à ça, le problème, c'est pas être jeté hors de cette je ne sais pas comment dire, de ce chemin. Donc c'est à chacun de faire son chemin. Et c'est aventureux et on est pionnier, on doit le faire. Arnaud François, sur ces questions de temps, de rapidité, face aussi à un autre temps que l'on voudrait plus ample pour contempler peut-être les saisons qui passent, quand on est à la retraite, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous apprend, vous? Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, c'est central. Effectivement, les symptômes dont vous parlez ont souvent été repérés. Certains éprouvent, depuis que l'individu se définit par le travail, en arrivant à la retraite, le sentiment d'une véritable mort sociale. Il y a l'angoisse de la mort sociale. Ou de l'ennui, qui peut confiner à l'abattement. Cette mort sociale, on peut la concevoir par opposition à un triangle du travail, de la production et de la consommation. Et la retraite, effectivement, on pourrait être positivement vue et considérée comme l'occasion de se soustraire à ce triangle travail, production, consommation. Vous savez, il y a une magnifique anecdote d'un auteur allemand qui s'appelle Heinrich Böll, qui est raconté par le sociologue Hartmut Rosa dans le livre Accélération. C'est un entrepreneur qui rencontre dans le sud de la Méditerranée un pêcheur qui lance sa canne à pêche et lui dit « Mais pourquoi tu n'achètes pas une plus belle canne à pêche ? Pourquoi faire ? Tu pourrais pêcher plus de poissons et puis ensuite t'acheter un navire. Pourquoi faire ? Tu pourrais t'acheter un navire et puis avec ce navire, tu pourrais monter une petite entreprise et puis avoir des employés. Pourquoi faire ? Comme ça, tu les ferais travailler et puis tu serais riche et tu pourrais venir sur la plage ici et pêcher. Et le pêcheur répond c'est ce que je fais déjà. Alors. Ouais, Alors sur cette question du travail justement, on va regarder un autre reportage. On a rencontré au mois de septembre dernier des retraités qui participaient à la cueillette des pommes donc en Deux-Sèvres. C'est le reportage de Dominique Lavaux et d'Alain Darégrand. À 66 ans, Jackie est retraité agricole. Mais cette année, il a repris du service. Il ramasse des pommes sur cette exploitation à Secondigny. Ça ne me déplaît pas de faire ça, puis bon, ça fait un petit complément de revenu. Vous avez combien de retraite, vous ? À peine 1 000 €. 980, quelque chose comme ça. Ces retraités peuvent gagner 1 000 € sur la saison, une sorte de 13e mois. Jean-Claude, lui, est le doyen des cueilleurs. Âgé de 70 ans, il n'a pourtant pas hésité à se lancer dans ce travail physique. C'est un rythme à prendre. Au début, c'est un petit peu fatigant, mais en prenant le rythme, ça va, il n'y a pas de souci. Leur mission, ramasser près de 300 tonnes de pommes pour Éric Michel. Ouais, vas-y, remplissez 2-3 seaux de compote pour que le ramener plein là-haut. Ce producteur de fruits doit faire face à un manque récurrent de main-d'œuvre. Toute la profession a le même problème. Donc d'autres personnes choisissent d'autres filières pour trouver du personnel. Nous, on a des gens sur place qui sont encore aptes à travailler parce que c'est des jeunes retraités. Donc on préfère aussi aller de ce côté-là.
Aujourd'hui, les seniors représentent la moitié des effectifs de cette fruitière, soit une dizaine de personnes. Pensez bien à ramasser les pommes qui sont dans les passages de roues. Mais les plus jeunes employés de l'exploitation ne cachent pas leur surprise. Je trouve ça dommage. Parce qu'en fait, je pense que quand on a travaillé 40 ans de sa vie, voire plus, c'est dommage de devoir encore travailler pour pouvoir compléter sa retraite. Une situation qui devrait pourtant durer. Les arboriculteurs emploient 1200 saisonniers cette année dans les Deux-Sèvres, dont plus de 300 retraités. Claudie Bobby, parmi les adhérents de votre association, vous rencontrez des retraités qui poursuivent une activité professionnelle? Non, pour l'instant, non. Chez nous, non. J'ai pas vu ça. Même dans votre entourage amical, familial? Non, ben non. Non, moi, j'ai pas du tout de personne que je connais de mon entourage qui soit retraité et qui continue une activité salariale, non. Donc c'est peut-être, voilà, en tout cas là c'était un exemple face à une situation économique peut-être un peu spécifique. Arnaud François, comment est-ce que la philosophie envisage cet après de la vie professionnelle? On voit là ces gens qui poursuivent une activité professionnelle. Comment est-ce que vous l'envisagez? Déjà, il y a le philosophe et puis le politique, hein, en tout cas l'observateur attentif de la vie politique, qui peut vous répondre que ce type de cas, même s'ils sont encore relativement rares, est probablement appelé à se multiplier dans les années qui viennent. Pour ce qui est du point de vue du philosophe, moi je vous disais, cette question a souvent été abordée dans la philosophie antique à travers le prisme de la vieillesse et puis de loisiveté. Le loisir intelligent, le loisir cultivé, ce qu'on appelait en latin otium, par opposition à neg otium qui a donné le négoce, les affaires. On voyait ça comme une occasion, effectivement, de se cultiver et ou de s'occuper des affaires politiques de la cité. Chez Cicéron, par exemple, c'est une défense de la vieillesse en ce sens-là qui est proposée. On pourrait dire, parce que c'est le temps, encore une fois, qui est vraiment central dans ces réflexions, la retraite peut être aperçue comme l'occasion, enfin, d'avoir le temps de vivre, de prendre le temps de vivre, d'avoir du temps pour vivre, de juste vivre, vous voyez. Mais c'est ambivalent, parce qu'il n'y a rien de plus difficile peut-être même de plus angoissant que ce défi de juste vivre. Qu'est-ce que ça peut bien signifier, juste vivre? Au fond, oui. Parce que là on sent l'obligation économique. On sent l'obligation économique, et c'est précisément pourquoi je commençais par une réponse qui était de nature un petit peu politique à ce que vous disiez. C'est que la question même de savoir ce qu'on peut faire de ce temps, on est souvent empêché, et on va être de plus en plus, à mon avis, empêché d'y accéder par des voiles, par des obstacles sociaux placés devant nous, à commencer par la nécessité de pouvoir subvenir à ses propres besoins. Alors justement, Daniel Rapoport, ce sentiment de devoir travailler au-delà de la retraite, est-ce que c'est une question d'âge réellement? Est-ce que c'est une question de « je me sens encore capable de le faire » ? Voilà. Alors justement, cette problématique d'âge est importante, parce qu'on a l'âge légal et on a l'âge que l'on perçoit, que l'on a. Et souvent, et on a constaté dans les études biosociologiques que quand on a 65 ans, 70 ans, par exemple, l'âge que l'on sent est entre 15 et 20 ans de moins. Ça veut dire que l'on a encore une possibilité, vu en plus que l'espérance de vie a augmenté, une possibilité d'aller encore plus loin. Mais ce que je rajouterais ici, c'est que moi, je suis complètement dans la mouvance, je sais pas comment on dit, de faire éclater les cases, les codes, d'être dans l'aventure de sa vie future, dans sa deuxième vie, comme François Julien dit, ou dans sa vraie vie peut-être, avec l'expérience que l'on a eue d'avant et ce que l'on va faire. Et par rapport à ça, je suis très étonnée aussi que l'on peut percevoir la retraite comme une performance, de la même façon, parce que la performance, c'est ce qui nous anime tout au long de notre travail. Voilà, il faut être très bon et performant, il faut produire, etc. Et la retraite, pareil, il faut être dans la performance de la retraite. Or, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire, si l'on choisit vraiment en fonction de son désir et de son envie et de ses compétences, et il se révèle d'autres compétences. Et si on va vraiment dans ce sens-là, ça va. Mais si on est dans l'obligation de se lever à 7 heures du matin comme avant, ou de remplir sa vie, ou d'être dans la... Et ça, je pense que par rapport au temps, c'est une sorte de bagarre contre l'ennui
et contre la peur de la vacuité. À ce qu'on n'est pas habitué dans nos temps occidentalisés de performance, d'avoir cette sensibilité à la vacuité, à ne rien faire, à son imagination, à sa créativité. Alors, peur d'être contemplatif, peut-être ? Peur un peu d'être contemplatif. Et si on est contemplatif, ça risquerait de nous mettre dans la case des lents, de la lenteur, et qui est difficilement accessible et acceptable par des personnes entre guillemets âgées, les fameux seniors dont on nous vante le dynamisme par le marketing de la vieillesse, n'est-ce pas? Et donc ça ne nous plaît pas trop. Donc c'est compliqué, on est paradoxaux. C'est paradoxal, c'est pas univoque. Il faut prendre en compte justement toutes ces complexités-là. Alors justement, le vieillissement de la population, est-ce que c'est une question que notre société sait regarder en face? Alors en Nouvelle-Aquitaine, on s'attend à un boom du nombre de seniors à l'horizon 2030. La Nouvelle-Aquitaine, déjà la région la plus âgée de France selon l'INSEE. Et dès 2023, il y aura plus de seniors que de moins de 30 ans dans notre grande région, avec entre plus 20 et plus 30% de personnes dépendantes dans cette région de Nouvelle-Aquitaine. On s'attend également à une hausse de 22% du nombre de personnes en perte d'autonomie, toujours d'ici à 2030. Tout un marché se développe pour améliorer le quotidien des personnes âgées tout au long de leur vie. Il s'agit parfois de simplement adapter la maison, mais parfois un petit peu plus. Je vous propose de regarder ce reportage de Cédric Cottaz et de Laurent Pelletier, tourné à Royan. Une fois déployé, le camion reproduit un studio de 25 mètres carrés. Cuisine, salle de bain, chambre à coucher et un grand nombre d'objets ou d'installations pouvant faciliter le quotidien des personnes âgées. Elle met bien la pointe du pied, elle pose le pied comme ça, et après elle tire simplement sur les bords. En fil bas, canne connectée et géolocalisée capable de détecter une chute ou encore cette solution à petit prix, un presse dentifrice. Ici, chacun vient trouver une solution adaptée pour faciliter l'autonomie des aînés. Je connaissais certains dispositifs parce que je travaille avec les personnes âgées, mais plein de petites choses, non. Je ne connaissais pas, je découvre et ça va pouvoir me permettre de donner aussi des petits conseils, de dire ce qui existe. Francine, elle, est venue pour sa mère, âgée de 80 ans. Il y a des choses que j'ai vues là, que je vais proposer à maman. On va aller dans les magasins, on va les voir et qui pourraient l'aider, oui. Lesquelles par exemple? Pour se laver les pieds, là, il y a une brosse à poser à ventouse. Ça, c'est pas facile. Les personnes elles vivent dans leur environnement habituel depuis X années et puis elles ne se rendent pas forcément compte des choses qui pourraient être améliorées, qui pourraient apporter du confort sur le moment T et puis finalement de l'autonomie à plus long terme. Et cet atelier mobile, en proposant des solutions, répond à une forte demande de rester chez soi le plus tard possible. Pour ça, il faut procéder à quelques aménagements. Parce que seulement 6% aujourd'hui du parc de logement est adapté. Et pour adapter au mieux le logement, des visites à domicile d'un ergothérapeute sont proposées afin de permettre un diagnostic personnalisé. Voilà, Ma Maison à venir, c'est l'une des initiatives de votre structure, Nicolas Roumagne. Là, il est surtout question d'ergothérapie dans le reportage. Parlez-nous un petit peu de tout ça. Alors, ça va plus loin que la dimension d'ergothérapie, d'ergonomie dans le logement. Pour vous raconter un petit peu la petite histoire de cette création, c'est que en fait, on s'est rendu compte en allant chez les personnes âgées, dans le cadre de diagnostic, par exemple, qu'elles avaient tout un tas d'aides techniques qui finissaient souvent dans le placard. Pour la simple et bonne raison, souvent, c'est que c'était le fils ou la fille, ou le petit-fils ou la petite-fille qui avait acheté le beau matériel qu'ils avaient trouvé sur un salon et ils se sont dit, en fait, mais moi, je suis pas vieux. J'ai pas besoin de cette aide technique. J'ai pas besoin de cette canne connectée. J'ai pas besoin de ce déambulateur pour aller faire les courses au marché le dimanche. Et on s'est dit, si on veut que ces outils, ces matériels aient une utilité au quotidien et que les personnes l'usent, parce que on est convaincu que ça peut améliorer le confort, ça peut soutenir l'autonomie des personnes qui vivent à domicile. Alors dans ces cas-là, c'est elles qui doivent le choisir, qui doivent l'identifier, qui doivent l'acheter. Et pour aller près de ces personnes-là, on s'est dit, on connaît les difficultés de mobilité que peuvent avoir les personnes qui vivent à domicile. On s'est dit qu'il faut aller dans les quartiers, il faut aller dans les villages, il faut aller dans les agglomérations et au pied de ces immeubles, rencontrer les personnes et les sensibiliser à ces matériels pour qu'ils puissent prendre eux-mêmes la décision d'acheter ou de prendre ce matériel et de le ramener chez soi.
Et c'est à ce moment-là qu'ils l'utiliseront. Si c'est quelqu'un qui choisit pour elle, il y a des grandes chances qu'elle ne l'utilisera pas. Et c'était l'ambition de ce projet. Alors certains passent en disant moi j'en ai pas besoin, ça c'est pour les vieux, alors que les personnes ont fait 3 AVC en 90 ans pour rentrer dans... mais au moins ils commencent à apercevoir l'idée d'adapter leur logement ou d'acheter des choses qui pourraient soutenir leur autonomie chez eux. Alors voilà, il y a pas mal d'initiatives dans votre structure. Vous faites aussi de la psychomotricité, des activités physiques adaptées, de l'art-thérapie. Cette globalité, là, toutes ces activités, vous êtes parti de quel constat? Il faut un peu de tout pour répondre aux attentes des personnes qui vieillissent dans la société? On s'est dit un petit peu, comme ce que vous évoquez tout à l'heure sur le numérique, on s'est dit qu'une personne, elle a des besoins qui sont multiples. Et ces besoins, pour arriver à y répondre, il va falloir forcément avoir une équipe qui soit pluridisciplinaire avec une compétence qui est une compétence collective. Donc on s'est dit, quand on a créé Ressentez-vous, on s'est dit, il faut intégrer une compétence collective, collaborer autour de ces professionnels et de cette compétence pour arriver à proposer des services qui sont multiples pour répondre à des besoins multiples. Pourquoi je fais le lien avec la dimension numérique tout à l'heure, c'est que la dimension numérique, on peut la traiter de multiples manières et vous disiez, Samuel, tout à l'heure, il y a des choses qui prennent pas. Effectivement, si on traite le numérique essentiellement par Word et par Google, il y en a à qui ça convient pas. Il y a des structures qui travaillent sur la fracture numérique. Là, il y en a une sur Poitiers qui s'appelle Cybergeek, par le jeu vidéo. Il y a d'autres structures qui travaillent sur la fracture numérique par le téléphone, par l'appareil photo, par la caméra. Donc, il y a une certaine diversité des publics, et donc pour répondre à cette diversité du public, il faut proposer des offres qui sont différentes. Mais est-ce que ça veut dire aussi que vous avez le sentiment qu'on ne répondait pas de manière adéquate au vieillissement de la population? Alors oui, mais encore pour une autre manière. Effectivement, pour la première fois que je suis rentré dans un EHPAD en 2007, je me suis rendu compte qu'en fait, l'EHPAD était très médicalisé. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Il y avait majoritairement des aides-soignantes, des infirmières, des médecins qui répondaient à des besoins de soins. On cherchait à ce que la personne mange bien, soit bien soignée, soit pas malade, ou en tout cas qu'on soigne ses maladies, etc. Mais la dimension sociale ou psychosociale était très très peu traitée il y a 12 ans dans les établissements. Et donc cette dimension psychosociale, on a voulu, par une structure externe, apporter ce soutien à ces structures, créer de la dynamique, créer de l'innovation, et par des approches psychosociales. Donc les activités physiques adaptées, la psychomotricité, la balnéothérapie, toutes ces dimensions-là étaient assez nouvelles quand on les a démarrées en 2000. Alors ça, c'est on bichonne les personnes âgées ou c'est un marché porteur? Et c'est les deux, mais moi je suis pas, je vais pas dire que c'est pas un marché porteur. Ressentez-vous, quand ça s'est créé, on était 2, on est 45 aujourd'hui, donc ça a permis de développer notre entreprise solidaire. Donc je vais pas cracher sur cette partie-là et plein d'autres. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut apporter quand on fait de l'entrepreneuriat social. À quel besoin on veut répondre? Est-ce qu'on cherche à répondre à un marché et donc gagner de l'argent, ou est-ce qu'on cherche à répondre à un besoin et dans ces cas-là à servir une population qui a un besoin particulier? On est plutôt dans cette deuxième catégorie à mon sens, mais on gagne notre vie et on est une entreprise solidaire. Daniel Rapoport, est-ce que ça rentre dans ce que vous appelez le marketing des seniors? Le marketing de la vieillesse, oui, ou du vieillissement. Bon, c'est vrai que l'on est quand même dans un contexte de jeunisme, dans le sens où même les personnes qui prennent de l'âge, à partir de 50 ans, 60 ans, ont envie de rester jeunes, de paraître jeunes, etc. Donc il y a tout un marketing, c'est vrai. Dans le marketing, il y a du bon et du moins bon. Et le moins bon, ce sont les fausses promesses, ce sont des images, des publicités où tous les gens qui sont montrés ont dans la réalité entre 30 et 40 ans au maximum et font déjà des publicités pour les problèmes d'oreille ou de vue, etc. Donc c'est pas très juste. Et comme si on avait peur de montrer vraiment ce qu'est une ride et un vieillissement et un affaissement et des cheveux gris. Donc je dis à un moment donné dans mon livre, c'est vrai que la blancheur des cheveux, oui, mais à condition qu'elle ne soit pas grise, que ça soit pas une espèce de vieillissement par le cheveu gris, mais qu'au contraire, on soit allé chez le coiffeur, enfin, etc. Et tout ça. Alors, le marketing, c'est un problème, mais le marketing du vieillir et du bien vieillir aussi, je suis désolée, parce qu'il y a des gens qui peuvent pas bien vieillir. Tout dépend.
de la société, du contexte social dans lequel ils sont, parce que parfois ils ne sont pas acceptés, ils sont isolés, donc ils se retrouvent seuls, ils ne vieillissent pas bien, s'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner les dents, de se rendre plus attractifs, c'est pas possible. Et ce bien vieillir, c'est quand même une injonction. Comme maintenant, il faut bien manger, il faut bien bouger, il faut bien. Donc on est à la fois dans l'hygiénisme avec des appareillages, mais qui pourront conduire jusqu'à la robotisation. Et il faut faire gaffe que les robots ne remplacent pas l'humain. Et dans certains EHPAD que je suis allée voir aussi, il y a tout un label maintenant qui s'appelle Humanitude et où ils remplacent les appareillages justement par la main des soignants qui laissent l'autonomie quand même au soigné de mettre lui-même ou elle-même ses lunettes ou de boire un verre, etc. Donc tout ça pour dire que c'est un marché. C'est du marketing, mais énorme, la silver, enfin tout ce qu'on raconte, silver economy, etc. Et on n'y échappe pas. Mais d'un autre côté, ça occulte la dimension parfois réelle et difficile de personnes qui peuvent pas vieillir comme le montrent les communications et la publicité. Samuel Moreau, vous le sentez à l'Université Inter-Âge, ce désir de continuer, d'avoir ce besoin de contact et de, quand même un peu comme ce que vous décrivez, j'arrive plus à trouver mes mots, de lien social peut-être aussi, relationnel, relationnel, voilà. Oui, effectivement, la possibilité qu'ont les gens, parce qu'on a quand même un millier d'auditeurs, donc à n'importe quel moment de la journée, pendant les conférences, les liens se font. Il y a les entre-conférences, parce qu'on a 2 conférences qui suivent, donc il y a un petit quart d'heure. Et puis on propose aussi d'autres activités qui ont aussi beaucoup de succès pour cet aspect de lien social. C'est que on a des ateliers de philosophie notamment, où là les gens en petits groupes vont pouvoir parler plus facilement. Et puis on organise aussi, comme Mme Moby faisait allusion, des petites sorties d'une demi-journée ou d'une journée, des visites, par exemple ne serait-ce que des laboratoires de l'université, où on est sur des petits groupes et où là les gens viennent autant pour l'attrait du but de la visite, mais aussi pour le lien social que ça permet d'entretenir au sein entre eux. Alors, sur cette question du lien social, on va vous montrer un petit reportage de nos collègues de Besançon, où on développe des résidences à l'habitat partagé. De quoi s'agit-il? Regardez ce reportage, il est signé Catherine Schulbaum, Florence Petit et Sébastien Linosi. Depuis 1 an, c'est ici que cette jeune fille de 25 ans poursuit ses études de langue. Après un master chez elle en Algérie, elle a choisi de venir à Besançon et très vite a été informée par une association qu'une résidence de personnes âgées proposait un logement à une étudiante. L'idée, c'est avoir un logement gratuit voilà, et travailler 9 heures par semaine. Un T2, tout confort. Pour un étudiant, quand même, c'est une opportunité. Bonjour, Bonjour. Nour habite donc ici, un appartement identique à celui que louent les résidents. Voilà, j'ai un salon, comme vous pouvez le voir, j'ai une chambre et la salle de bain. Et puis une petite terrasse là, où je peux prendre mon petit déjeuner, je peux lire un bouquin ici, et puis voilà. En échange, sa seule obligation, c'est de passer du temps avec les personnes âgées, à domicile ou dans les parties communes. C'est plutôt une relation de voisinage. On se dit, tiens, on va faire une petite partie de pétanque, il fait beau. Allez, viens, on va jouer. Je joue pas trop aux cartes, mais on joue du Rumicube, les triomino. C'est des choses qu'ils aiment bien. Qui c'est comme bien rigolo? C'est toi? C'est moi. Ah, ben voilà. Des jeux, de la lecture ou simplement du temps passé à bavarder, tout est prétexte à l'échange. C'est notre maître, Serge. Pour jouer, pour tenir compagnie, pour faire tout un notre mascotte. Tout un tas. On se l'arrache? On se l'arrache? Exactement, on se l'arrache. Et par le biais d'une étudiante, on a peut-être d'autres choses à partager. L'étudiante peut raconter ses journées, l'étudiante peut partager un repas avec nos résidents.
et cela apporte une valeur ajoutée plutôt que de rester forcément entre seniors. Et en une année de présence, Nour a déjà créé de vrais liens, comme ici avec Charles, ancien instituteur de 93 ans qui lui a dédié un poème. Et je lis et vraiment j'étais émue. Franchement, ouais. Et à la plus grande satisfaction du poète et des autres, le bail de la jeune étudiante vient tout juste d'être reconduit pour 1 an. Longtemps sa prestance innée, qu'on ait là sa présence, demain autant qu'hier. C'est important pour vous, ça, Madame Bobby, de voir ce lien intergénérationnel qui se maintient? Oui, je trouve ça très bien. Vous le vivez comment, vous, au quotidien, dans votre vie de retraité aujourd'hui? Moi, j'aime bien rencontrer des gens jeunes, j'aime bien être en contact avec... Vous sentez ce contact qui est toujours présent? Oui, tout à fait. Vous vous sentez pas, par exemple, moins en contact avec la jeunesse ou... Ah non. En plus, j'ai des petits-enfants, je vous dis, qui ont entre 24 et 18 ans, donc je suis toujours en relation avec eux. Et puis, je rencontre les copains de mes petits-enfants. J'ai... Ça maintient dans la société. Voilà, tout à fait. Et puis même si je rencontre d'autres personnes, même quand je fais mes cours, ça m'arrive de rencontrer des personnes plus jeunes que moi, de discuter avec eux, et puis voilà. Mais vous n'avez jamais ressenti la solitude à un moment donné, par exemple? Pas spécialement, non. Non. Puis de toute façon, moi, j'aime beaucoup le contact. Alors, c'est peut-être moi aussi qui vais vers les gens. J'en sais rien, je ne sais pas. C'est bien en tout cas. J'aime pas rester. C'est vrai, même quand je vais faire mes courses, j'ai souvent je rencontre des gens que je ne connais pas, mais je vais parler avec eux. Si on a un petit sourire et puis ça déclenche le contact. Vous avez la communication très facile. Oui, j'aime beaucoup. Nicolas Roumagne, lorsque vous regardez cette expérience, est-ce que ça vous dit quelque chose d'essentiel au regard de ce que vous proposez? Oui, moi ça me dit quelque chose sur la question de l'habitat, pas que sur la question du lien. En fait, je pense qu'il faut arriver à transformer les offres qu'on propose aux personnes qui vieillissent. Hier, il y avait majoritairement un domicile et un EHPAD. C'était les seules solutions qui s'offraient aux personnes qui vieillissaient. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles offres. L'habitat partagé tel que vous présentez avec cette résidence-service, il en existe plein d'autres. On parle d'habitat inclusif, on parle des habitats partagés, mais qui sont des mini-villages, en tout cas plusieurs maisons. On travaille avec un office HLM sur la Charente et sur les Deux-Sèvres. On travaille sur des petites maisons adaptées avec cette idée de faire du lien avec la ville. En tout cas, on a tout à repenser. Je crois qu'il faut se dire que la dimension inclusive qui est un petit peu développée par tout le monde, c'est une opportunité pour repenser la ville et pour vivre ensemble entre les personnes qui vieillissent et les personnes qui sont jeunes. Toutes les études disent que plus de 90% des personnes veulent vivre à domicile. Mais ça suffit pas. Pour vivre à domicile, alors effectivement, il faut avoir accès à des soins, mais il faut surtout arriver à sortir de chez soi. Et pour sortir de chez soi, pour aller chercher une baguette de pain, pour aller sonner chez le voisin, etc., il faut que l'espace de la cité soit accessible et nous permette de le faire. Donc, moi, ce que je vois dans ce reportage, c'est qu'il y a encore une belle possibilité d'innovation pour arriver à vivre ensemble au cœur des cités. Voilà ce que je peux... Alors, quand j'entends les échanges qu'on a depuis le début de cette émission, j'ai le sentiment que nos aînés ont encore beaucoup de choses à nous apprendre, que d'une certaine manière, ce sont des pionniers. C'est la première génération qui vit peut-être aussi longtemps avec cette même possibilité-là. Comment est-ce que vous le voyez, vous, Madame Rapoport? Absolument, oui, c'est un terme d'ailleurs qui me parle beaucoup. C'est-à-dire que c'est la première génération, enfin globalement la première génération, qui invente un avenir qui a 20 ans de plus que les générations d'avant, qui à 60 ans étaient, ou à 50 ans même, quand les femmes avaient la ménopause, elles s'arrêtaient, elles mouraient, ou elles ne mouraient pas immédiatement, mais disons qu'il se passait quelque chose, elles passaient dans la catégorie des vieilles, et les hommes travaillaient jusqu'à 55-65 ans, et après ils avaient une retraite d'1 an ou 2, et puis voilà. Alors maintenant, on bénéficie d'une vingtaine ou une trentaine d'années de plus. Donc, il faut l'inventer. Il faut le créer. Et on a les bons outils aujourd'hui pour... On n'a pas complètement les bons outils. Et ce que vous dites est très, très intéressant, qui est que le sociétal, la société et la cité, le politique, doivent être ce que j'appelle des contenants positifs, des bons contenants. C'est-à-dire qui contiennent une possibilité de vivre en autonomie et ensemble, en réseau ou avec une solitude que l'on choisit, pas un isolement, mais une solitude. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire encore sur l'aménagement, sur l'urbanisme, sur beaucoup de choses. Et surtout, et ça c'est vraiment une chose qui est très très importante, toute l'image sociale
rejaillit sur l'image interne, sur l'image que l'on a de soi en vieillissant. C'est-à-dire si on est dans un regard social qui exclut d'une façon ou d'une autre les personnes âgées, les vieillissants, à ce moment-là, soi-même, on perd pied, on perd confiance, on perd notre sens et notre utilité d'être. Il y a une chose que j'ai notée là dans votre livre, vous parlez de vieillir pour toujours désirer, et vous parlez de cet émerveillement de devenir soi en mieux. Alors on a souvent cette image que devenir soi, l'accomplissement de soi, c'est pendant la vie active, mais non. Alors la notion de désir est très importante et elle va plus loin que le désir sexuel, évidemment, bien que ça soit inclus. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui affirment maintenant leurs envies, leur libido, etc. Mais le désir en soi, philosophiquement, c'est quelque chose qui draine, qui est la vie, qui est vital. Et c'est vrai que cet émerveillement, ça veut dire aussi que vieillir, c'est toujours être en contact avec son enfance intérieure, avec son enfant intérieur. Et qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? C'est pas l'infantilisation des vieux, non. C'est l'enfant, c'est la curiosité, c'est l'émerveillement, c'est la découverte, c'est la surprise, c'est la rencontre, c'est tout ça en même temps. Et pourquoi pas avoir des projets. Et des projets. Et d'une certaine manière, vous parlez aussi de cette notion d'être vivant avant la mort. Être vivant. Alors, il y a justement un proverbe que j'aime beaucoup d'un sage du XVIIIe siècle, qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslau, et qui dit « il est interdit d'être vieux ». Mais être vieux dans le sens statique, ne pas bouger, se replier, se renfermer. Mais vieillir, c'est pas ça. Vieillir, ça peut ouvrir différents champs. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux stigmatisations, ne pas les accepter, aux discriminations, que les jeunes aussi soient dans un autre regard pour les personnes âgées et réciproquement aussi. Donc, voilà, cette notion d'être vivant avant la mort, ça vous inspire peut-être quelque chose, Arnaud François? On peut être vieux à tout âge, on peut être jeune à tout âge, effectivement. Mais vous disiez que on peut, pendant son travail, effectivement, s'épanouir, se développer soi-même. Inversement, il faudrait faire très attention avec cette idée que la vie commence le premier jour de la retraite. Hein, c'est un petit peu comme les enfants pour qui la vie commence le premier jour des vacances. Dans les deux situations, hein, soit qu'on s'épanouisse dans son travail, soit qu'on ne s'épanouisse pas dans son travail, on est un petit peu pris en tenaille entre deux possibilités, deux exigences qui sont toutes les deux relativement désagréables. Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est probablement un juste équilibre entre intégrer sa passion dans son travail et puis être capable de prendre une distance à l'égard de son travail et puis déconnecter, faire le vide, effectivement, comme peut-être la retraite donne une occasion visible de le faire. Mais en France, on est très segmenté. Il y a le travail. Non, d'abord il y a la formation, il y a les études, il y a la formation, il y a le travail, et après il y a la retraite, et après on meurt. Bon, mais c'est pas possible. Voilà, justement, c'est pas possible. Vous avez bien raison. Je vais vous proposer de regarder un dernier reportage où on voit justement cet âge avancé de la vie, où parfois certains de nos anciens luttent contre des maladies telles que Alzheimer, et évidemment la société tente d'apporter des réponses, notamment parfois de manière originale à travers, regardez ça, le tango. C'est un reportage de nos confrères de France 2. Ce qu'on va faire, c'est aller en avant et au bout d'un moment, en arrière. Les yeux dans les yeux, au rythme du tango. Ces malades d'Alzheimer font travailler leur mémoire corporelle. Et on peut tourner. Avec des danseurs, les résidents de cette EHPAD pratiquent les pas de base du tango argentin, dont la structure aurait des vertus thérapeutiques. Ce sont des déplacements du quotidien, des grands pas en avançant. Et puis on va chercher quelque chose par côté. Par côté. Tous les déplacements qui sont compliqués avec la maladie. Voilà. Et on va travailler sur la vitesse de marche et sur l'allongement des pas, principalement. Car il n'y a pas que la mémoire qui leur fait défaut. Avec Alzheimer, c'est aussi la motricité qui décline. Après 1 an de tango, leurs pas sont plus assurés et ils semblent plus réceptifs. On va pouvoir reconnecter la personne aussi avec soi-même, avec une ouverture vers la communication autre que le verbal, en sachant que le langage va être aussi touché un petit peu. Baptisé Caravane de la mémoire,
Le projet lancé par des chercheurs français suscite l'intérêt bien au-delà de nos frontières. Aux États-Unis, cette EHPAD de San Francisco teste le tango sur ces malades d'Alzheimer et invite même les familles à observer les résultats. Il y a un an, on pensait que ma mère allait mourir. Son état s'était tellement détérioré, mais ces derniers temps, elle n'a plus autant de crises d'angoisse. Elle va mieux. On se disait, ça ne peut pas être le tango. Eh bien si, ça doit être ça. On va cibler la corde, mais le plus rapidement possible. Les progrès des malades sont filmés et envoyés à ce laboratoire spécialisé dans le mouvement, à Dijon. France Mouret supervise l'étude sur le tango. Peut-il ralentir l'apparition des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer? Elle cherche la preuve scientifique. Parfait. Notre objectif à nous, c'est de comprendre en amont ce qui se passe dans ces mouvements-là, pour sans doute un jour pouvoir proposer des programmes de prévention plus efficaces que ce qu'on a aujourd'hui. À l'EHPAD près de Biarritz, les malades d'Alzheimer réduisent peu à peu leur traitement. L'établissement a formé 3 salariés au tango pour miser sur une approche non médicamenteuse. Donc peut-être qu'un jour on trouvera une solution pour soigner cette maladie. Pour l'instant, elle ne se soigne pas. Donc nous, ce qu'on met en place, c'est essayer de garder leur capacité le plus longtemps possible et de leur redonner du plaisir. Même si c'est que 5 minutes dans la journée, ben c'est 5 minutes de plaisir. Dans une autre vie, ils étaient maîtres nageurs, directrices des ressources humaines, professeurs de yoga. La maladie a pris leurs souvenirs. Le tango les ancre à nouveau dans le présent. Qu'est-ce que vous avez appris? Je crois que ça s'est fait tout seul, mais depuis pas mal d'années, parce que les parents dansaient déjà bien. Ça vous rappelle des bons souvenirs, en fait? Ah, de très bons souvenirs. Avant, je n'aurais pas sorti de dans la chaise. Je n'aurais pas osé. Et tout d'un coup, à mon âge, vous me faites revenir voir le soleil de la vie. Voilà. Merci beaucoup. Après 1 heure de tango, les corps sont un peu fatigués. Mais sur les visages se lit le bonheur d'avoir ravivé des sensations. Comme un lointain souvenir. Nicolas Romagne, je me tourne vers vous. C'est un projet en tout cas que votre structure porte en partie également. C'est important, une approche non médicamenteuse quand on s'intéresse à des maladies comme Alzheimer? Et oui, ce qui est important, c'est voir ce qu'ils sont capables de faire et pas voir que ce qu'elles sont plus capables de faire, comme la mémoire et autre chose. Là, on le voit bien dans le reportage. On est parti du principe que les personnes sont encore capables de se déplacer, de se mouvoir, etc. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on valorise pour montrer que même avec une maladie de type Alzheimer aussi importante que ça, elles sont capables de faire des choses. Et on l'a très bien vu dans le reportage en partenariat avec l'EHPAD des Goa. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite apporter un petit commentaire sur ce qu'on a vu? Allez-y, madame. Je voudrais juste dire, c'est une hypothèse peut-être qu'il y a un lien entre l'émotionnel et la mémoire. Enfin, ça, on sait qu'il y a un lien entre l'émotion et la mémoire. Et dans le tango, on voit que les émotions sont toujours là, elles sont toujours vives. Et dans le contact, dans le toucher, dans la musique. Et ça, c'est formidable parce que ça restimule une partie de la mémoire grâce à l'émotionnel qui jaillit comme ça. Donc, vous, Madame Bobby, vous avez des activités un peu comme ça aussi, justement, vous vous dites, il faut que je stimule ma mémoire? J'ai pas mal de choses, mais déjà avec le théâtre, c'est stimuler énormément la mémoire, ça, parce qu'il faut se retenir. Et puis on fait pas mal de choses à côté, voilà, mais moi, ma retraite, je la vis très bien pour l'instant. J'espère que ça durera. À l'université Interage aussi, on vous dit ça, je veux stimuler ma mémoire, ne pas perdre... ne pas la perdre. Surtout, on permet aux gens de réfléchir sur le quotidien et de travailler en fait sur sa mémoire, sur sa réflexion et sur ses moyens cognitifs. En quelques mots, à vous aussi, Arnaud, François, est-ce que vous souhaitez nous donner un petit regard justement pour conclure cette émission après ce qu'on vient de voir sur le tango, le travail sur la mémoire? Écoutez, c'est un des premiers thèmes, évidemment, qui avait été abordé par les philosophes. Cicéron énumère les objections qui sont faites contre la vieillesse, et il dit, parmi ces objections-là, il y a l'idée de perte des facultés, et Cicéron essaye de répondre en montrant que la vieillesse est l'occasion de développer sa mémoire bien plus que le moment de la perte. Donc, à lire.
Très bien, merci beaucoup à vous 5 d'avoir accepté notre invitation à parler de cette période de la vie, la retraite, comment vit-on sa retraite aujourd'hui. Cette émission Disputandum, vous pouvez la revoir en replay sur notre site internet na.france3.fr. Voilà, très belle soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci.